concerts où il y a, avant que le morceau commence, le réglage des instruments. Je vais faire, si vous voulez bien, le réglage de mon instrument personnel. Je ne parle pas ici de la technique du micro, mais une façon de me tester à moi-même si j'y suis, si je suis avec vous, si je vous ai bien souhaité la bienvenue. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être de fixer un petit peu le cadre ou le point de vue à partir duquel je vais évoquer cet aérolite qu'est le livre connu sous le nom des Provinciales de Pascal. Ça vous permet aussi de savoir si vous n'êtes pas trompé de salle et si c'est bien pour cette raison-ci. Hein, parce qu'il est très possible qu'il y ait des endroits en apparence moins austères quant au sujet et en réalité moins amusants parce que, comme vous allez voir, les Provinciales, notamment, c'est une grande œuvre, je ne veux pas dire comique, il ne faut pas non plus exagérer, en tout cas une grande œuvre transversale où l'humour, l'ironie et les coups de théâtre intellectuels et narratifs jouent un rôle dans l'ensemble du dispositif. Et donc, comme nous ne sommes pas très nombreux, je fais aussi appel à votre sens des responsabilités. Ça veut dire que chacun d'entre vous représente une proportion très importante de l'ensemble. Hein. Si nous étions 200 ou 300, vous seriez une petite fourmi mêlée à la multitude. À partir du moment où nous sommes 20, chacun de vous représente non seulement un 20e de l'ensemble de l'Assemblée, mais en plus représente un 20e de l'humanité tout entière, parce que comme on parle ici dans une petite salle, on n'oublie pas néanmoins que la postulation de la littérature et de ce qui s'en approche, comme la parole sur la littérature de la part d'un écrivain, c'est une postulation à l'universel. Il va falloir que je fasse attention, il me semble qu'il y a beaucoup de pom-pom. Donc peut-être est-il plus prudent que je parle à partir d'ici. Il n'y aura pas de mouvement. J'aime bien circuler et m'oublier dans les mouvements, mais dans la marche. Enfin, ici, on va essayer d'être plus stable. Ouais. Alors, quand il s'agit d'aborder un auteur du XVIIe siècle, on pense tout de suite à l'hypothèse d'une œuvre du siècle de Louis XIV. On est en apparence dans un texte émanant du grand siècle. Ce qui n'est pas faux, bien sûr, puisque les Provinciales, c'est une série de 18 lettres dont la première paraît en janvier 1656 et la dernière, la 18e, puisqu'il y en a 18, en mars de 1657. C'est-à-dire qu'on est largement au-delà du milieu du XVIIe siècle. Et pourtant, ce n'est pas encore le siècle de Louis XIV. Le siècle de Louis XIV n'a pas encore commencé. Nous avons la chance d'aborder ici une œuvre majeure dans un contexte qui ne nous est pas inconnu. Parce que s'il s'agissait de parler d'auteurs totalement exotiques, peut-être faudrait-il fournir davantage de cadres de contexte. Mais ici, si je vous dis en France, en 1656-1657, tout de suite, un certain nombre de choses évidentes, instantanées, se mettent en place pour vous. Vous voyez à peu près les rues pavées d'un Paris du XVIIe siècle. Vous savez que les gens, la façon dont les gens s'habillent, ou en tout cas, vous en avez une idée assez précise. Vous voyez leurs cheveux assez longs quand ils ne portent pas la perruque pour aller dans la cour, et du reste, ce sera un peu plus tard. Vous voyez les couvents, les portes, les portiers, les tavernes, les orages. Vous voyez à peu près les arbres bordant les routes. Vous voyez à peu près tout ce qui représente le contexte visible et en quelque sorte sociologique de ce moment-là. Mais plus encore, vous voyez, vous savez, vous connaissez le contexte historique. En 1656, ce contexte historique, c'est qu'on est la Fronde est terminée, on est sous la régence d'Anne d'Autriche. Louis XIV est en principe le roi régnant, mais en vérité, il ne règne pas encore, puisque c'est la régence de sa mère. Mais cette régence même est une régence prétexte, puisqu'en réalité, celui qui gère le pays et qui a tous les pouvoirs, c'est Mazarin, qui passe à tort raison pour être l'amant de Anne d'Autriche, mais peu importe ici.
Et quand on parle du siècle de Louis XIV, c'est une expression qui vient de Voltaire, on pense évidemment tout de suite à des réalisations, à des monuments, à des bâtiments, mais aussi à des conquêtes, à des batailles, et on pense bien sûr à la production artistique et littéraire. Or, au moment où commence cette histoire, parce qu'il s'agit d'une histoire, en 1657, cette production n'a pas encore commencé. De l'ensemble des noms qui viennent à nous dès qu'on parle de siècle de Louis XIV, de grand siècle de classicisme français, aucun, sauf un, n'est encore paru. Le seul qui existe et qui fait sens à cette époque comme aujourd'hui, c'est Corneille. Le grand Corneille, qui a déjà publié en 1656 l'essentiel de l'œuvre que nous connaissons. Pas l'essentiel de son œuvre, mais l'essentiel de l'œuvre que nous connaissons, c'est-à-dire le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte, Sophonisme. Mais Corneille, de la vie même des contemporains de la génération suivante, est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Il porte un dispositif en quelque sorte baroque. Il y a chez lui un fort courant d'espagnolade. Il écrit sans souci de la règle des trois unités, qui sera par la suite la règle du théâtre dit classique. Il y a, c'est un prosodiste de génie. Il écrit bien sûr en alexandrin, et il a une musique particulière d'alexandrin qu'on peut reconnaître assez facilement au milieu d'autres paroles en vers de la même époque. Mais d'une certaine manière, il n'appartient pas tout à fait au cheptel des artistes et des créateurs du siècle de Louis XIV, du siècle de Louis XIV. Et tous ceux que nous connaissons, tous ceux dont les noms s'imposent à nous, bien sûr Racine, Molière, qui à cette époque-là, en tout et pour tout, a écrit une pièce qui s'appelle, si je ne me trompe pas, L'étourdi ou Les contretemps, qui est d'ailleurs une très mauvaise pièce que personne ne joue et qui est en quelque sorte du Molière d'avant Molière. Je n'en dirai pas plus de mal que nécessaire, mais il est certain que le plus mauvais film de Claude Zidi est très supérieur à L'étourdi d'un Molière préhistorique. Les autres, bon, Bossuet n'a évidemment pas encore prêché à la chaire de vérité dans la chapelle de Versailles, qui, d'une certaine manière, n'existe pas encore. Madame n'est pas encore née, n'est pas encore morte, il n'y a pas eu le coup de ténèbres dans La nuit effroyable. La Bruyère n'a pas encore écrit ses caractères, et ainsi de suite. Et celui qui, après, dans les derniers feux de ce siècle, au siècle suivant, jettera le grand chant zénithal sur le siècle de Louis XIV, Saint-Simon, qui fera entendre à la fois le flamboiement et la musique funèbre de ce siècle, n'est même pas encore né. Donc, au moment où les provinciales vont avoir lieu, je vous dis évidemment ce que ce sont, ces provinciales, il n'existe rien. Le siècle, là, on est presque aux 2/3, c'est un peu excessif, mais aux 2/5 du siècle, et il n'a pas, aux 3/5, et il n'a pas encore vraiment commencé. Et l'apparition de la première lettre provinciale, au-delà de tout ce que ça met en branle, quant au dispositif, quant à l'écriture, quant à l'effet à la fois psychologique, politique, etc., au-delà de tout ça, on peut dire que c'est le texte constitutif du classicisme qui vient encore jusqu'à nous, puisque la langue dans laquelle Pascal écrit, c'est une langue qui l'achève de mettre au point, qui devient réellement le français moderne, sans chichi, sans fioriture, avec une certaine capacité à aller mélodiquement au plus pressé. Et donc, on pourrait dire, et je m'en avise car je n'avais pas prévu de vous dire ça avant d'arriver, on peut dire que en janvier 1656, Pascal, pour des raisons qui ne sont évidemment pas celles-là, invente le classicisme au sens littéraire. Les provinciales s'appellent ainsi parce que les premières lettres de cette série sont fictivement, je dis bien fictivement, adressées à un provincial des amis de l'auteur. Auteur, à ce moment-là, anonyme. Et donc, ça permet à l'auteur, dont nous savons aujourd'hui, mais qu'on ne pouvait pas savoir en janvier 1656, que c'est Blaise Pascal,
Ça permet à l'auteur de développer toute l'information narrative de la polémique dans laquelle il va entrer, sans avoir à faire des explications inutiles, sans avoir à faire semblant qu'on doit se référer à des choses extérieures au livre lui-même. Un des gros avantages de ce livre, une des forces à la fois narratives, littéraires et politiques ou polémiques de ce livre, Les Provinciales, c'est qu'il fournit à la fois la matière et son commentaire. C'est un livre autosuffisant. Il n'est pratiquement pas besoin de savoir quoi que ce soit en dehors du contenu du livre lui-même pour entrer dans ses développements. Ceci est tout à fait remarquable. Parce que vous savez, pour prendre un exemple frappant, Pascal va parler de l'affaire du jansénisme et du conflit important, conflit radical avec les jésuites. On va expliciter tout ça avec au centre du dispositif Port-Royal. Je vous dirai bien sûr en quelques mots, je vous rappellerai de quoi il s'agit, mais c'est Pascal lui-même qui va vous le dire. Et on peut dire que tout portant sur le principe d'un texte contesté et mal interprété ou trop bien interprété de Jansénius, il y a une affaire Jansénius. Mais si on la compare à une affaire qui, 2 siècles et demi plus tard, a elle aussi déchiré Paris, la France et l'Europe, l'affaire Dreyfus, il est frappant de voir peut-être une certaine ressemblance quant à la secousse historique, mais aussi la différence fondamentale, c'est que les provinciales disent tout. C'est-à-dire, on peut partir dans le désert avec les provinciales sans avoir Internet, sans avoir de commentaires, d'informations particulières sur le XVIIe siècle, sur Jansénius, sur les jésuites, etc. On lit et on est totalement pris dans la machine narrative et fictionnelle du livre. En revanche, si vous prenez beaucoup d'autres grands textes polémiques ou politiques, comme, c'est la comparaison qui me venait, l'affaire Dreyfus, dont le texte majeur célèbre, c'est J'accuse de Zola. Je défie quiconque de lire le J'accuse de Zola en n'ayant aucune information extérieure au livre. En ouvrant le J'accuse, en ne connaissant rien, en disant je vais en profiter pour apprendre ce que c'est réellement cette affaire Dreyfus. Eh bien, à mon avis, il n'y comprendra pas grand-chose. Si on ne sait pas ce que c'est le Petit Bleu, si on ne sait pas ce que c'est le bordereau, si on ne sait pas qui est du Paty de Clam ou le général de Boisdeffre ou le colonel Henry, on est assuré de ne pas savoir du tout ce qui se passe et de passer d'une allusion obscure à une autre allusion obscure sans comprendre réellement l'enjeu et en subissant la répétition du j'accuse, j'accuse, j'accuse avec une certaine admiration extérieure parce que l'essentiel du jeu nous échappe. Quand Pascal, pour les raisons qu'on va dire, entre dans le grand jeu littéraire d'intervenir dans l'affaire Jansénius, il a, dès le début, une idée merveilleuse. Il va écrire à un provincial, donc quelqu'un qui n'a pas accès à l'information directe, puisque l'affaire se passe à Paris et à proximité immédiate de Paris, en relation avec Port-Royal des Champs, qui se trouve à 30 km à peu près de Paris, et sous couleur de dire à un autrui extérieur par lettre ce qui se passe, quel est le secret de cette affaire qui commence et qui va ravager la France et en partie l'Europe, il le dit aussi aux générations suivantes et le dit aussi à nous. Par bonne fortune, nous sommes les provinciaux, le provincial destinataire des lettres, ou en tout cas des premières lettres de Pascal, et donc il se doute bien, dirais-je, si on s'exprime en termes de fable, il se doute bien que ce qu'il va nous raconter ne nous est pas connu, y compris dans son contexte technique, et qu'il va falloir tout expliciter. Il le fait avec des moyens langagiers qui sont celles non pas d'un bon écrivain ou d'un grand chroniqueur ou d'un grand journaliste, mais de ce qu'il faut bien admettre être la manifestation la plus accomplie du génie littéraire. C'est frappant d'ailleurs, on y reviendra, de noter que si nous lisons encore les provinciales aujourd'hui,
ce n'est pas pour nous informer sur la nature d'un conflit entre deux tendances religieuses en dispute sur la notion de grâce et de secours de la religion. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est pour assister à une joute où Pascal représente toutes les voix, joue tous les personnages, invente toutes les figures pour nous faire miroiter une sorte de combat, de guerre des étoiles entre l'ombre et la lumière, entre la vérité et le mensonge. Et il ne s'agit pas ici, nous y reviendrons, de vérité ou de mensonge religieux, ni même politique ou historique. Il s'agit d'un rapport nécessaire entre l'esprit de vérité et l'esprit de dissimulation, entre l'esprit de lumière et l'esprit d'ombre. Et c'est pour ça que ça nous intéresse. Nous ne savons plus qui sont les jansénistes, enfin nous pourrons le savoir un peu grâce aux provinciales, nous ne savons plus ce qu'était réellement la force singulière des jésuites dans la France du milieu du XVIIe siècle, mais nous n'en avons pas besoin, nous n'avons pas besoin d'adhérer à ce combat, aux circonstances, à la psychologie de ce combat, pour entrer dans le jeu. C'est d'ailleurs le propre de toutes les grandes œuvres, de toutes les œuvres de premier ordre, qu'on n'a pas besoin d'adhérer à l'objet ou à l'enjeu pour entrer dans la grande machine du sens. De même qu'on peut assister à une grande pièce de Claudel sans devenir catholique, ou à un roman d'Aragon sans être spécialement communiste, ou à un livre de Céline sans éprouver le moindre sentiment antisémite. De la même façon, et plus largement encore, nous captons suffisamment de contexte spatio-temporel pour nous placer en situation, et après nous oublions les enjeux de cette situation pour ne voir que le mouvement des esprits, les grandes figures géométriques que représente la pensée pascalienne appliquée à des délibérations peu communes, mais strictement humaines. On me dit souvent que j'ai un peu tendance à parler des œuvres et puis d'oublier qu'il faut vous en donner aussi le goût. Donc j'ai prévu, rassurez-vous, quelques lectures. Et la première, le tout début de la première lettre, permet peut-être de savoir comment aborde Pascal les éléments de départ de l'affaire Jansénius. Disons quand même quelques mots de contexte, même si je prétends qu'en lisant tout le livre, on n'en a pas besoin pour gagner du temps, puisque malheureusement, la meilleure façon de vous communiquer l'importance, la force et la lumière des provinciales, ce serait que moi, ou mieux encore, un comédien, une comédienne, vous lise tout le texte, mais nous n'avons malheureusement pas le temps de faire entendre les 300 pages des provinciales, ce qui est bien dommage. Je veux dire, ce serait bien mieux que beaucoup de spectacles qui nous sont donnés aujourd'hui. Donc il va falloir que je fasse des sauts de temps, et ces sauts de temps supposent que je vous rappelle quand même quelque chose. Qui est Jansénius? Première question. Jansénius, c'est le nom latinisé que se donne à lui-même l'évêque d'Ypres, qui s'appelait Cornelius Jansen, ou Jansen. Donc, Jansénius, c'est Jansen, et c'était un évêque d'Ypres. Il était un intellectuel, et il était, comme pratiquement tous les théologiens depuis un siècle, il était tourné sur l'analyse et la réflexion autour de la pensée augustinienne. Et il a écrit, à la fin du XVIe siècle, un livre qui s'appelle l'Augustinus. Ce livre, l'Augustinus, prend à bras-le-corps quelque chose qui est fondamental pour la religion chrétienne, qui est la question de la grâce. De quoi s'agit-il en deux mots, la grâce? Bon, on ne va pas entrer dans des considérations trop strictement théologiques. Mais la grâce, c'est l'idée toute simple que l'homme ne peut pas être sauvé par sa seule bonne volonté. Et que l'amour de Dieu pour les hommes a fait qu'il a envoyé son Fils pour assurer leur rédemption, et que depuis la venue du Christ sur terre, sa mort et sa résurrection, il y a une postulation de ce qu'on appelle les chrétiens ou les catholiques. En l'occurrence, pour la France, chrétiens et catholiques, c'est presque la même chose, qui est qu'il faut
aller vers la prière, qui seule peut nous donner accès à l'amour et la bienveillance divine et nous ouvrir le chemin de l'au-delà, du paradis. Mais cette prière n'est pas simplement une intention, puisque nous sommes confrontés, nous les êtres humains, aux tentations, aux difficultés, aux combats, aux bassesses, à tout ce qui fait les contradictions, parfois noires, de l'esprit humain ou de l'âme humaine. Et pour ça, on considère que la prière n'est pas une sorte d'arme secrète qu'on peut dégainer à volonté face à la tentation, mais qu'il faut une grâce. Et cette grâce, toute la polémique, je vais essayer de la simplifier un petit peu, toute la polémique porte pour savoir si, d'une part, si elle est nécessaire, les calvinistes disent que non, d'autre part, si elle est suffisante. C'est-à-dire, si, une fois qu'on l'a, cette grâce, qu'elle permet de prier, ou est-ce qu'il faut quelque chose d'autre? Cet élément qui paraît à la fois compliqué et purement verbal va permettre que trois tendances très antagonistes par rapport à la question de la grâce vont se trouver dans une situation très paradoxale. Ces trois tendances, c'est d'une part les jansénistes. On appelle jansénistes donc les gens qui sont disciples de Jansénus, qui vont plutôt vers une pratique religieuse radicale, austère, extrêmement exigeante, quasi monacale, et qui se regroupent autour de Port-Royal, qui est un couvent et où on éduque au sens pédagogique comme au sens religieux des jeunes filles pour les amener vers cette opération de reconnaissance religieuse intense. Et autour de Port-Royal, qui se trouve dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle Port-Royal des Champs, à une trentaine de kilomètres de Paris, et puis qui sera, après la destruction du premier Port-Royal, qui sera dans Paris même, à l'endroit où se trouve encore le quartier de Port-Royal. Autour de Port-Royal, il y a un certain nombre d'édifices qui se créent et qui sont occupés par des hommes, qui sont des intellectuels, des religieux, et qu'on appelle les solitaires de Port-Royal, ou ces messieurs de Port-Royal, et qui représentent le ferment actif du jansénisme. Et la directrice, au moment où éclate l'affaire, le grand intellectuel, le grand polémiste du jansénisme s'appelle Antoine Arnauld, et sa sœur est la supérieure du couvent de Port-Royal. Donc à eux deux, la famille Arnauld, ils représentent vraiment l'espèce d'essence de l'intention janséniste. Face à eux, il y a les disciples de Molina, les jésuites, que dans le livre on appelle parfois jésuites, mais plus fréquemment les molinistes. Mais il suffit de savoir une fois pour toutes que les molinistes, c'est les jésuites, qui, eux, représentent une toute autre option, qui représente l'accommodement avec le siècle. Ils en ont d'autant plus l'expérience et la pratique et la nécessité qu'ils sont les directeurs de conscience et les grands enseignants de la noblesse, de la bourgeoisie, de la classe d'affaires, etc. Bon. Ce qui veut dire que lorsque ils défendent une posture religieuse, ils ont un pouvoir de circulation, de communication, d'information et d'orientation des esprits très grand, puisqu'ils délivrent ou non la confession, ils donnent ou non des instructions religieuses, des règles aussi, pour s'accommoder avec le siècle. Et eux considèrent que cette espèce de radicalisme empreint de pureté que représentent les jansénistes sont à la fois un désordre pour la société, parce que si tout le monde devenait janséniste, il ne passerait plus grand-chose, et notamment, je pense qu'on ne ferait plus d'enfants, parce qu'il y a aussi ce rapport à la chasteté, à la mortification, etc. Et d'autre part, ils considèrent comme une contestation centrale et violente de leur propre rôle et de leur propre présence
en Espagne et en France, et dans d'autres pays, mais ce sont les 2 pays à cette époque où ils sont le plus foncièrement installés. Et pour cette raison, on va condamner en Sorbonne, au cours de réunions de théologiens, mais c'est une condamnation qui a force de pouvoir, certaines propositions de Jansénus, et on va condamner Antoine Arnauld, qui dans une lettre célèbre juste avant, a dit « Ces propositions qu'on condamne dans Jansénus, dans le livre L'Augustinus de Jansénus, je suis prêt à les condamner si elles s'y trouvent, hein, et je les condamne par principe, mais je tiens à dire que je ne les ai pas vus dans l'Augustinus. » Et aussitôt, il est condamné doublement pour des raisons de fait. Il met en doute qu'une condamnation de la Sorbonne s'applique à des objets réels. Les propositions se trouvent ou ne se trouvent pas dans le livre. Et pour des raisons d'ordre, de foi, qui sont qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il défend comme posture par rapport à la Sorbonne et par rapport... Alors, il s'est fait condamner par rapport aux jésuites, et par rapport, bien sûr, à l'État. Il s'est fait condamner, il risque même d'être prise de corps, mais en même temps, c'est un homme extrêmement important. C'est un homme qui joue un rôle de lanceur d'alerte, d'intellectuel, et sa figure morale et intellectuelle est tellement haute qu'on ne peut pas non plus le négliger. Mais c'est clair que les condamnations commencent et font boule de neige. Un noble qui passait pour être proche ou d'avoir la sympathie pour les jansénistes vient de se faire refuser à l'église Saint-Sulpice à Paris l'absolution alors qu'il se confessait, parce que le prêtre jésuite qu'il confessait jugeait qu'il avait des sympathies pour le jansénisme. Donc, c'est le moment où le petit noyau janséniste sent que de toutes parts, l'attaque arrive et vise à sa mise en contestation. Alors, il y avait un janséniste que personne ne connaissait dans le grand public, mais qui était extrêmement célèbre pratiquement depuis son enfance, parce qu'il était un homme d'une vivacité si incroyable que dès l'âge de 6 ou 7 ans, il avait une sorte de réputation locale, qui était né en Auvergne, à Clermont-Ferrand, qui avait vécu avec son père, qui était un haut fonctionnaire, et avec ses 2 sœurs à Rouen. Et pour la petite histoire, sa jeune sœur, qui s'appelait Jacqueline, avait appris l'art des vers, elle avait du goût pour la poésie, avec Corneille, qui lui avait appris à versifier, et qui ensuite s'est installée à Paris, qui, comme son père, avait des idées, qui s'appelait Étienne Pascal, avait des idées sur l'éducation, et jugeait qu'un enfant devait d'abord apprendre la religion et les langues anciennes avant de s'occuper des sciences et des mathématiques, lui avait refusé d'apprendre les mathématiques, et qui a découvert avec stupeur que son fils les apprenait tout seul. Le fils, Blaise, bien sûr, c'est de lui que je parle, avait dit à son père, quand il avait 7 ans, « Mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert les mathématiques ?» Le père lui avait répondu assez rapidement, « Ça permet de dessiner des figures parfaites et d'établir les relations de forme, de grandeur et de réciprocité entre les figures. » Et ensuite, à tradition, les livres, les cahiers de mathématiques étaient sous verrou, etc. Et le père découvre que quand il surprend son fils en train de crayonner dans la cuisine, qui a déjà reconstitué les 32 premières propositions d'Euclide, celles sur l'égalité des angles du triangle. Et ces éléments-là, le goût très vif pour la science, l'espèce de vivacité intellectuelle absolue dont fait preuve le petit Blaise, lui fait une réputation, surtout que son père connaît beaucoup de monde, et on parle, vous savez pas ce que mon fils a fait, je l'ai découvert, il est en train de réinventer les mathématiques. Donc, celui qui va prendre la parole dans la première provinciale, est, d'abord, c'est une lettre anonyme, d'autre part, il n'a rien publié, troisièmement, son nom n'est pas sur toutes les lèvres du monde entier, mais il y a 500 ou 1000 personnes, ou peut-être 5000 à Paris, qui savent que la plus forte tête d'Europe se trouve là, dans la personne de ce petit homme
assez maigre, assez fluet, en très mauvaise santé, qui parle comme une mitraillette et qui s'intéresse beaucoup aux sciences. Il va faire, vous le savez, des expériences sur la pesanteur avec des colonnes de mercure, tout ça, mais on va pas sortir de notre sujet principal pour parler trop longuement de la vie et de la geste de la vie héroïque de Blaise Pascal. Mais ce qui est certain, c'est que quand Antoine Arnauld se fait condamner, et avec lui menacé Port-Royal, le couvent de Port-Royal, et avec lui menacé ces messieurs, les solitaires de Port-Royal, les jansénistes, à qui va-t-on recourir, sinon à quelqu'un qui en secret est devenu, ou en demi-secret, est devenu lui-même janséniste depuis qu'il a eu une sorte de révélation mystique de l'existence physique réelle de Jésus-Christ, à Blaise Pascal. Et donc, Blaise Pascal n'est pas la plume qui va servir à répondre à cette accusation et à démonter la machine infernale de ce complot contre les jansénistes. Il est la machine, l'ordinateur central qui va régler le compte des jésuites, j'ai envie de dire une fois pour toutes. Étant bien entendu on parle de l'intérieur de l'œuvre. À l'intérieur de l'œuvre, quand les 18 lettres seront achevées, il ne restera plus rien de la posture jésuite, du point de vue de notre lecture. Évidemment, pendant ce temps-là, le monde qui n'est pas informé de l'accomplissement intellectuel de la victoire des jansénistes sur les jésuites va continuer de courir à son train habituel, et Port-Royal sera détruit, et les jansénistes seront condamnés, et les jésuites triompheront pour encore un bon siècle. Donc, il faut bien comprendre aussi que mon approche littéraire, je considère qu'il se passe à l'intérieur du livre un dispositif complet, général, absolu, mais qui n'influe pas directement sur l'ensemble des répercussions historiques que cet ouvrage pourrait avoir. Donc, imaginez-vous, à quelques jours de la condamnation de Antoine Arnauld pour cette affaire des 5 propositions hérétiques supposées dans l'Augustinus, et la première lettre va paraître. On dira tout à l'heure comment elle paraît, ce que ça veut dire paraître, mais auparavant je vais faire quelque chose qui, en société, est impoli, mais de la part d'un conférencier, rassure, est-ce qu'il sait bien où il va, est-ce qu'il surveille son heure? Oui. De Paris, ce 23 janvier 1656. Monsieur, donc il est écrit, l'auteur anonyme au Provincial. Nous étions bien abusés, je ne suis détrompé que d'hier. Jusque-là, j'ai pensé que le sujet des disputes en Sorbonne était bien important et d'une extrême conséquence pour la religion. Tant d'assemblées d'une compagnie aussi célèbre qu'est la faculté de théologie de Paris, où il s'est passé tant de choses si extraordinaires et si hors d'exemple, en font concevoir une si haute idée qu'on ne peut croire qu'il n'y en ait un sujet bien extraordinaire. Cependant, vous serez bien surpris quand vous apprendrez par ce récit à quoi se termine un si grand éclat. Et c'est ce que je vous dirai, en peu de mots, après m'en être parfaitement instruit. Vous voyez, tout de suite, Pascal rassure le lecteur de son temps et d'aujourd'hui en disant « ça a l'air compliqué, mais en fait, je vais ramener ça à des choses très simples. Hein, et je sais ce que je dis, parce que je n'en sais pas plus que vous, mais je viens de m'en instruire parfaitement. » On examine 2 questions, l'une de fait et l'autre de droit. Celle de fait consiste à savoir si M. Arnauld, donc le grand homme des jansénistes, le frère de la supérieure de Port-Royal, si M. Arnauld est téméraire pour avoir dit dans sa seconde lettre qu'il a lu exactement le livre de Jansénus et qu'il n'y a point trouvé les propositions condamnées par le feu pape, et néanmoins que comme il condamne ces propositions en quelque lieu qu'elles se trouvent, il les condamne dans Jansénus si elles y sont. La question sur cela est de savoir s'il a pu, sans témérité, témoigner par là qu'il doute que ces propositions soient de Jansénus, après que messieurs les évêques ont déclaré qu'elles sont de lui. On propose l'affaire en Sorbonne. 71 docteurs entreprennent sa défense et soutiennent qu'il n'a pu répondre autre chose à ceux qui, par tant d'écrits, lui demandaient s'il tenait que ces propositions fussent dans le livre, sinon qu'il n'y les y a pas vues et que néanmoins il les condamne si elles y sont. Quelques-uns même, passant plus avant, ont déclaré que quelques recherches qu'ils en aient fait eux-mêmes,
ils n'y ont jamais trouvé ces propositions, et que même, ils y en ont trouvé de tout contraire. Ils ont demandé ensuite, avec instance, que s'il y avait quelques docteurs, quelques théologiens, qui les eût vus, il eût voulu bien leur montrer que c'était une chose si facile qu'elle ne pouvait être refusée, puisque c'était un moyen sûr de les réduire tous, et M. Arnauld même. Mais on leur a toujours refusé. Voilà ce qui s'est passé de ce côté-là. D'autre part, se sont trouvés 80 docteurs séculiers et quelques 40 religieux mendiants qui ont condamné les propositions de M. Arnauld sans vouloir examiner si ce qu'il avait dit était vrai ou faux, ayant même déclaré qu'il ne s'agissait pas de vérité, mais seulement de la témérité de sa proposition. Voilà à quoi se ramène la question de fait, ce qui me met guère en peine, car que M. Arnauld soit téméraire ou non, ma conscience n'y est pas intéressée. Et si la curiosité me prenait de savoir si ces propositions sont dans le Jansénus, son livre n'est pas si rare, ni si gros, que je ne le puisse lire tout entier pour m'en éclaircir, sans en consulter la Sorbonne. On considère souvent que Pascal a inventé, ou en tout cas a donné de l'éclat à la méthode expérimentale, en sciences bien sûr, mais ici c'est un cas d'application de la méthode expérimentale en maïeutique ou en logique, puisqu'il dit en substance « je veux échapper à l'argument d'autorité ». Si de deux choses une, ou bien elles y sont, ou bien elles n'y sont pas, ces propositions, je sais lire, le livre on le trouve facilement, il n'est pas très gros, je le lis et j'en saurai. Donc la témérité de M. Arnauld ne m'intéresse pas. Mais si je ne craignais aussi d'être téméraire, je crois que je suivrais l'avis de la plupart des gens que je vois, qui ayant cru jusqu'ici sur la foi publique, que ces propositions sont dans le Jansénus, commencent à se défier du contraire, par le refus bizarre qu'on fait de les montrer, qui est telle que je n'ai encore vu personne qui m'ait dit les y avoir jamais vues, ces propositions. De sorte que je crains que cette censure ne fasse plus de mal que de bien, et qu'elle ne donne à ceux qui en sauront l'histoire une impression tout opposée à la conclusion. Car en vérité, le monde devient méfiant et ne croit les choses que quand elle le voit. Ça, c'est la première pointe de malice réelle qui est encore très sous-jacente de Pascal, puisque quand il dit « le monde devient bien méfiant et ne croit que les choses qu'il voit », évidemment, il constate un fait qui va de pair avec sa passion pour la méthode expérimentale, mais il dit en sous-texte plus profondément « le monde se méfie parce qu'on voit bien que vous, docteur de la Sorbonne, vous, jésuites, vous nous racontez des calembredaines. Hein. À qui voulez-vous faire croire que vous condamnez parce qu'il y a des propositions ? Et quand on dit où sont-elles, vous ne pouvez pas les montrer en disant simplement que c'est téméraire d'en discuter. Hein. Le monde devient bien méfiant parce qu'il a raison d'être méfiant et le sous-texte est évident. Pour la question de droit, puisqu'on a vu la question de fait, la témérité de Arnauld, pour la question de droit, elle me semble bien plus considérable en ce qu'elle touche la foi. Aussi, j'ai pris un soin particulier à m'en informer, mais vous serez bien satisfait de voir que c'est une chose aussi peu importante que la première. Il s'agit d'examiner ce que M. Arnauld a dit dans la même lettre, que la grâce, sans laquelle on ne peut rien, c'est ce que je disais tout à l'heure, a manqué à Saint-Pierre dans sa chute. Sur quoi nous pensions, vous et moi, qu'il était question d'examiner le plus grand principe de la grâce, comme si elle n'était pas donnée à tous les hommes, ou bien si elle est efficace, mais nous étions bien trompés, je suis devenu grand théologien, en peu de temps, et vous allez en voir les marques. Pour savoir la chose au vrai, je vis M. N, docteur de Navarre, qui demeure près de chez moi, et qui est, comme vous le savez, des plus zélés contre les jansénistes. À partir d'ici, Pascal va inventer sans arrêt des personnages imaginaires, des jansénistes, des amis des jansénistes, des contre-amis, des dominicains, etc., des naïfs, des intelligents, qui sont tous des êtres fictifs, et qui veut dire que cet ouvrage véhicule une dimension fictionnelle. La fiction, c'est pas une fiction de roman policier, quoique par rapport à l'ordre romanesque, auquel Pascal ne prétend nullement, bien sûr, par rapport à l'ordre romanesque, il y a quand même l'enquête, le dévoilement, la révélation, le coup de théâtre, la figure ironique face à des vérités cachées, et cette multiplicité de personnages, certains très fins, d'autres complètement nazes, et à l'intérieur de ça circule un petit homme qui dit « je », dont on ne connaît pas le nom, qui est une sorte de narrateur, non pas omniscient, mais au contraire extrêmement naïf, qui va partout en posant des questions, en s'étonnant, en posant des exclamations de joie ou de surprise ou de peur,
et qui est une sorte de petit Charlie Chaplin métaphysique qui circulerait dans les coulisses des conflits religieux en posant les questions pour faire naître le sens. Et cette invention de personnages fictifs et d'une propre objectivation de son attitude, lui, le plus savant et le plus intelligent des hommes, fait partie de la saveur du livre lui-même. Donc il va chez un adversaire des jansénistes et je lui demandais s'ils ne décideraient pas formellement, eux, les amis des jésuites, que la grâce est donnée à tous, afin qu'on n'agitât plus jamais ce doute. Mais il me rebuta rudement et me dit que ce n'était pas là le point, qu'il y avait de ceux de son côté qui tenaient que la grâce n'est pas donnée à tous, que les examinateurs même avaient dit en pleine Sorbonne que cette opinion de la grâce donnée à tous était problématique, et qu'il était lui-même dans ce sentiment, ce qu'il me confirma par ce passage qui dit être célèbre de saint Augustin, « Nous savons que la grâce n'est pas donnée à tous ». Je fis l'excuse d'avoir même pris son sentiment, et le priai de me dire s'il ne condamnerait donc pas, au moins, cette autre opinion des jansénistes qui fait tant de bruit, que la grâce est efficace et qu'elle détermine notre volonté à faire le bien. Mais je ne fus pas plus heureux en cette seconde question. Vous n'y entendez rien, me dit-il. Ce n'est pas là une hérésie, c'est une opinion orthodoxe. Tous les thomistes la tiennent, et moi-même je l'ai soutenue dans ma sorbonnique. Je n'osais lui proposer mes doutes, et même je ne savais plus où était la difficulté, quand, pour m'en éclaircir, je le suppliais de me dire en quoi consistait l'hérésie de la proposition de M. Arnauld. C'est, me dit-il, qu'il ne reconnaît pas que les justes aient le pouvoir d'accomplir les commandements de Dieu en la manière que nous l'entendons. Mais c'est une manière dont ils l'entendent, les jésuites, et c'est là que Pascal le narrateur, commence à tirer le fil qui va détricoter l'ensemble. C'est une manière de l'entendre. Ils ne veulent pas l'expliciter. Ils recourent à des mots. Il y a une espèce d'effet de défense nominaliste qui font qu'ils cherchent des alliés sur les mots et pas sur le sens. Et le narrateur, Pascal, va découvrir que si les propositions d'Arnauld ont été condamnées en Sorbonne par une majorité, c'est parce que les tenants, les docteurs, les théologiens d'obédience jésuite avaient eu l'alliance avec les théologiens et les docteurs d'obédience dominicaine, qui fournissent la classe de ce qu'on appelait, qu'on peut encore appeler, les nouveaux thomistes. Et grâce à ce soutien, à cette réunion de deux forces, les Arnauld et avec lui les jansénistes ont été condamnés. Mais ce que Pascal va découvrir, c'est que cette grâce, ce pouvoir prochain de prier dont il est question, les jésuites et les thomistes ne l'entendent pas de la même façon. Et donc, on va entrer dans une série de cérémonies, qu'il faudra malheureusement, de cérémonies intellectuelles et ludiques, parce qu'il y a du théâtre aussi, que je n'ai malheureusement pas le temps de vous développer en détail, mais qui veulent dire, en réalité, que les nuances qu'on apporte à ce terme de pouvoir prochain ou de grâce suffisante vont révéler que dès qu'on explicite les choses, la grâce suffisante ne suffit pas et que le pouvoir prochain n'est pas prochain du tout. Et il y a un passage célèbre que j'aimerais vous lire, mais je ne sais pas si on a le temps. Il y a quelques petites choses autres que j'aimerais vous dire dans le temps limité qui nous est dévolu. Il y a un passage célèbre où le narrateur s'indigne en disant « Mais alors, derrière les mots, il y a une différence absolue. » Je vais quand même essayer de vous retrouver. J'avais prévu beaucoup de lectures, mais... Donc le jésuite finit par lui dire « Vous voulez savoir que ceux qui nous différencient des jansénistes, ils vous diront bien que tous les justes ont toujours le pouvoir d'accomplir les commandements. Ce n'est pas de quoi nous disputons, mais ils ne vous diront pas que ce pouvoir est prochain. C'est là le point. » Ce mot me fut nouveau et inconnu. Jusque-là, j'avais entendu les affaires, mais ce terme me jeta dans l'obscurité, et je crois qu'il n'avait été inventé que pour brouiller. Je lui en demandai l'explication, mais il m'en fit mystère, et me renvoya sans autre satisfaction pour demander aux jansénistes s'ils admettaient ce pouvoir prochain. Je chargeai ma mémoire de ce terme, car à mon intelligence n'y avait aucune part. Et, de peur de l'oublier, je fus promptement retrouver mon janséniste, à qui je dis incontinent, après les premières civilités,
Dites-moi, je vous prie, si vous admettez ce pouvoir prochain. » Il se mit à rire et me dit froidement, « Dites-moi vous-même à quel sens vous l'entendez, et alors je vous dirai ce que j'en crois. » Comme ma connaissance ne l'est pas jusque-là, je me vis en termes de ne pas pouvoir lui répondre. Et néanmoins, pour ne pas rendre ma visite inutile, je lui dis au hasard, « Je l'entends au sens des jésuites. » À quoi mon homme, sans s'émouvoir, « Auquel des jésuites, me dit-il, me renvoyez-vous ?» Je les lui offris tous ensemble, comme le faisant qu'un même corps, et n'agissant que par un même esprit. Mais il me dit, « Vous êtes bien peu instruits. Ils sont si peu dans le même sentiment qu'ils en ont de tout contraire. Étant tous unis dans les desseins de perdre M. Arnauld, ils se sont avisés de s'accorder de ce terme de prochain que les uns et les autres diraient ensemble, quoiqu'ils l'entendissent diversement, afin de parler un même langage et que par cette conformité apparente, ils puissent former un corps considérable et composer un plus grand nombre pour l'opprimer avec assurance. » Nous sommes ici toujours à la première lettre, mais le rythme va s'accélérer. Ici, on est dans ce qui pourrait s'appeler le déploiement ou l'exposition. Et ensuite, il y aura les conflits, un peu comme dans un scénario d'une intrigue fortement narrative. Mais ce qui se passe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Provinciales, ce n'est pas un livre, c'est la succession de 18 lettres, écrites et publiées au cours d'une quinzaine de mois. Et donc, chaque lettre provoque un certain résultat et suscite des réactions, des commentaires, des attaques, des indignations de la part des cibles, c'est-à-dire des molinistes, c'est-à-dire des jésuites. Et donc, peu à peu, là, les lettres de Pascal vont devenir des réponses, ils vont utiliser les arguments qui lui sont opposés pour rebondir et réattaquer d'une autre manière, toujours plus radicale, toujours plus forte, et toujours plus à la fois violente, langagère et joyeuse, parce qu'il y a une espèce de joie dans la polémique qui naît de cet homme supposé austère, mais qui, quand même, d'une certaine manière, s'amuse bien en développant ce système. Alors, lorsque les premières lettres, les 10 premières lettres, sur les 18, feignent, mais avec de moins en moins de conviction, s'adresser toujours au provincial pour l'informer de la situation, du sens de cette polémique sur la grâce, le pouvoir prochain. Bon. Mais très vite, le provincial devient de plus en plus évanescent. La dimension d'invention des personnages, de ces jésuites, de ces pères, de ces citations, dont on ne sait jamais si c'est une énorme mascarade critique ou si réellement ils puisent toutes ces informations de sources jésuitiques qu'ils retournent contre leurs auteurs. Mais les réactions se font de plus en plus violentes et posent un certain nombre de questions à l'auteur des lettres. La première, c'est on cherche à savoir qui est l'auteur de ces lettres. Parce que, disons 3 choses. La première, c'est que nous sommes dans le 1er siècle réellement d'imprimerie de diffusion. Certes, l'imprimerie existe depuis 2 siècles. Je pense que Gutenberg a dû l'inventer aux environs de 450 et ça, donc il y a juste 2 siècles. Mais pendant longtemps, l'imprimerie servait à des choses relativement peu diffusées. On peut dire, pour faire simple, que le but principal de l'imprimerie était la conservation et la consultation, et un peu la diffusion. Mais ce n'est vraiment qu'au XVIIe siècle et au milieu du XVIIe siècle, au premier tiers du XVIIe siècle, que l'imprimé commence à circuler comme des lettres, comme des petits pains. Bon. Et les lettres les lettres successives de l'auteur des Provinciales s'arrachent, se vendent partout dans les cafés, où se distribuent dans les cafés, dans les couvents favorables, les églises, sur le seuil des porches, dans les librairies, où ce qui en tient lieu, où on pouvait trouver de la presse, des petites revues, etc. Et donc, il y a un effet tel que le pouvoir en place n'oublie pas une chose, c'est qu'en principe, pour publier un document en France, dans les autres pays c'est la même chose, mais ici on est en France, il faut un imprimatur.
C'est ce qu'on appelle la censure, mais la censure dans notre esprit, ça veut dire le caviardage, mais c'est simplement le fait que on a dit OK, ça peut publier. Et la censure n'était pas si sévère que on soit vite censuré négativement quand on publiait quelque chose. Il fallait vraiment être dans l'impiété ou dans le libertinage marqué ou dans l'hérésie pour avoir des ennuis. Mais ces lettres qui ne sont pas acceptables par la censure ne passent pas par la censure, donc elles sont d'une certaine manière illégales. Et donc on cherche à savoir qui est l'auteur de ces lettres, et il y a un certain nombre d'éléments. Les deux premières lettres sont anonymes. Ensuite, la troisième est signée par une série d'initiales mystérieuses où on retrouve, je crois que c'est BAA, BP, A, EP, qu'on peut déchiffrer, le A initial, je ne sais pas ce que c'est, mais qu'on peut déchiffrer comme Antoine Arnaud, et puis Blaise Pascal l'aîné, fils de Étienne Perrier, qui est le père de Blaise Pascal. Ben, nous savons, mais c'est relativement encore mystérieux pour quelqu'un qui dirait, mais qui est derrière ces lettres? Et puis, Pascal décide qu'il faut un nom d'auteur, il invente un nom, Louis de Montalt, qui sera le nom générique de l'auteur de l'ensemble des lettres. Et c'est sous ce titre que le livre sera publié et puis traduit. Et enfin, on revient à l'anonymat, ou un demi-anonymat entre personne et Louis de Montalt qu'on a cherché mais qu'on ne trouve pas, et le nom commence à circuler de Pascal lui-même. Parce que qui a à la fois le langage, la vivacité, le culot pour attaquer la force religieuse et intellectuelle la plus puissante du royaume, avec cette malice, avec cette hauteur, avec ce manque d'égard, avec ces vacheries, il faut bien dire, même si ce sont des vacheries très intellectuelles, c'est des vacheries. Sinon, peut-être, ce malin, célèbre, illustre inconnu, si on veut, mais célèbre, dont tout le monde dit que c'est une véritable machine à penser, que rien ne l'arrête, qu'il invente tout, qu'il a tous les arguments nécessaires, etc. Et donc, Pascal se sent un peu traqué. Il déménage, il se cache, il prend un faux nom, il s'installe, il loue un appartement sous le nom de Monsieur Mons, etc., pour éloigner le risque. Et pendant ça, les jésuites, qui sont un ordre important, hein, c'est comme se mettre à peu près à dos tous les médias, y compris Mediapart, quand on a juste une petite revue tirée à 200 exemplaires. Il y a une disproportion de force radicale, mais en même temps, là, il y a une disparité de force renversée quand on voit la puissance dialectique et l'ironie dont fait preuve l'auteur des Provinciales, et les réponses qui sont souvent pataudes et où les jésuites, on l'apprend par les lettres aux Provinciales, sont extrêmement agressifs. À un moment donné, dans une lettre, Pascal, anonyme, dit « Vous m'accusez de renégat, de lit de l'espèce humaine, etc., etc. Mais vous pensez que je suis une légion, mais vous n'arriverez à rien parce que je suis un homme tout seul qui n'est d'autre force que sa foi et qui n'a d'autres armes que sa raison. » C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même un petit staff autour de lui qui l'informe, qui lit les publications sans nombre des jésuites pour y repérer les passages les plus extraordinaires, où les jésuites, au fond, de leur volonté d'accommoder la religion aux exigences de la vie en société et au siècle, font avec l'esprit religieux et avec les commandements et avec les règles de l'Église, des accommodements tels que ça devient une plaisanterie. Par exemple, ils expliquent que quand il y a carène, c'est un article de foi qu'il faut gêner, mais ils expliquent par une série de petites propositions que si le jeûne incommode un petit peu, on peut ne pas gêner. Et si quelqu'un leur rétorque que si ça gêne de jeûner, on peut simplement prendre un repas avant le lever du jour, etc., ils rétorquent, eux, les jésuites, que personne n'est obligé de déranger l'ordre de ces repas, ce qui crée des problèmes d'attendance pour le jeûne. Donc on est dispensé de gêner juste parce que ça pourrait déranger un peu la cuisine. De la même façon, il y a un des graves crimes de
religieux qui s'appelle la simonie, c'est-à-dire vendre des bénéfices religieux, et y compris des grâces, y compris des indulgences, y compris de droit au salut, ou des fonctions strictement ecclésiastiques, contre de l'argent. C'est strictement interdit. Mais les jésuites ont inventé un système qui est que on ne peut pas vendre, par exemple, une fonction religieuse, un diaconat ou pour de l'argent. On peut les donner gratuitement si on a été bien disposé grâce à l'argent. C'est-à-dire que si vous vendez, je sais pas moi, la cure de Saint-Sulpice pour 10 000 livres en or, j'invente les chiffres, ça c'est de la simonie. Mais si vous le recevez pour rien de la part de quelqu'un qui est bien disposé à votre égard parce que vous lui avez donné 10 000 livres en or, alors ça c'est complètement innocent. De la même façon, ils expliquent, et c'est Pascal qui relève tout ça, que avec l'art de la restriction mentale, on ne ment jamais. Par exemple, si on vous dit est-ce que vous avez couché avec cette femme, on dit on répond à haute voix, moi je ne la connais pas cette femme. Mais on pense mentalement, je ne la connais pas ce jour-là parce que c'est le lendemain et la veille que j'ai couché avec elle. Bon. Et comme on dit mentalement, restriction mentale, ce jour-là, ou entre 7h15 et 8h05, on n'a pas menti. On a rassuré les gens, y compris son confesseur, à qui on peut mentir aussi, pour autant qu'on n'oublie pas de pratiquer l'art de la restriction mentale. Donc on transforme selon la polémique, on transforme les règles religieuses en une mascarade. Je pourrais vous en donner des tas d'autres exemples. On en vient à comprendre que ce qui indigne Pascal, c'est pas la menace qui pèse sur les jansénistes, c'est pas la nature même des mensonges, c'est l'énorme machine qui, selon Pascal en tout cas, est en train de transformer ce qui pour lui est la foi vivante et la religion fondée par l'amour du Christ en une telle transformation en petites choses que toutes les bassesses, toutes les corruptions, toutes les dérives criminelles ou sexuelles peuvent être accomplies sans le moins du monde transgresser la lettre de la loi religieuse. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre ce qui motive Pascal. Et une des choses qui le motive, c'est qu'il ne cherche pas la vérité, il cherche la sainteté. Il a fait, depuis la nuit d'extase mystique, où il a, qu'on appelle la nuit de Pascal, où il est confronté à la présence et à la personne et à l'amour réel de Dieu. Il écrit, vous vous souvenez, certitude, certitude, et il écrit un petit texte qu'on appelle le mémorial, et qu'il portera jusqu'au restant de ses jours, cousu dans un vêtement qu'il porte contre sa peau, et qui rappelle ce moment-là. Et depuis lors, même si en apparence, il est tout à fait dans cette polémique, dans le mouvement du siècle, ce qu'il cherche, encore une fois, ce n'est pas ce que nous cherchons quand nous voyons ce combat, comme je vous disais tout à l'heure, entre la vérité et le mensonge, entre l'ombre et la lumière, c'est le chemin de la sainteté. Et donc, il est dans l'indignation religieuse, bien plus que dans l'indignation intellectuelle, mais celui qui nous communique, nous, ces lecteurs de l'époque ou d'aujourd'hui, c'est l'indignation intellectuelle devant l'extraordinaire retournement de sens et de rapport à la vérité que représente, s'il faut en croire le provincial, bien sûr, le mouvement jésuite, les molinistes. Alors, on va, tout ce que je pourrais vous dire sur les provinciaux, on me fait commencer. Je vais essayer d'atterrir en deux phases. La première, qui est toute simple, c'est que, vous le voyez, mon approche est une approche plutôt littéraire. Je n'essaie pas d'entrer trop dans les détails, c'est pas l'objet ici non plus, trop dans les détails du mécanisme de transformation religieuse, des questions strictement théologiques liées à la grâce, à la foi, qui sont pourtant évidemment fondamentales. J'essaie de montrer dans quelles circonstances Pascal s'est mis à écrire cela et de vous laisser très lointainement entendre de quelle manière il s'y prend en termes d'écriture. Je vous ai dit, je ne saurais trop vous le redire, on peut lire les quelques 300 pages
de ce livre sans avoir besoin d'informations particulières extérieures, parce que tout est donné, explicité, avec citation des sources, et Pascal est tellement convaincu qu'il faut expliciter les choses, déplier le mystère le plus largement possible, que il va même, lui qui parle évidemment couramment le latin et qui pourrait faire toutes ces citations en latin, quand rarement il fait une citation en latin, il la traduit aussitôt, ce qui n'est pas du tout dans la logique de l'époque où, en général, lorsqu'on était assez savant pour faire une citation latine, moi j'apprenais encore ça il y a bien moins longtemps quand j'étais au collège en latin grec. Quand on fait une citation latine, on n'est pas supposé la traduire. On était à l'époque supposé traduire une citation en anglais, mais pas en latin, qui était la langue absolue. Mais c'est d'ailleurs significatif que Pascal écrive en français, alors que c'est une polémique et des considérations qui s'adressent à des gens qui parlent tous couramment latin, ou en tout cas assez bien latin. Et c'est justement parce qu'il veut s'adresser à tous, y compris aux artisans, y compris aux femmes, ce qui est très important, qui, moins fréquemment que les hommes, il y avait des femmes très instruites, évidemment, apprenaient le latin suffisamment pour lire tout un texte en latin. C'est les raisons qui avaient fait 20 ans plus tôt que le premier grand ouvrage d'ordre philosophique écrit en français avait été écrit en français par Descartes, le discours de la méthode, alors que comment ça s'appelle, Regulae ad directionem ingenii, tous les ouvrages de réflexion et de méthode antérieure de Descartes, il les avait écrits en latin. Là, il a recouru au français pour être lisible par d'autres que ses pairs. Et c'est exactement la raison pour laquelle cet ouvrage est écrit non seulement en français, non seulement dans un français explicite et sans mystère, et en tout cas sans piège, argutie ou effet de manche, et qu'il est écrit en donnant tous les éléments de l'enquête pour que on puisse se faire un jugement par les lectures mêmes et non pas par des informations extérieures. Pascal, quand il écrit ça, est poussé par deux choses, je crois, et ces deux choses tiennent aussi à la raison pour laquelle on a fait appel à lui, parce que c'est clairement une demande de Arnaud, de Monsieur de Sacy et de gens des solitaires de Port-Royal qu'est venue la décision d'écrire et d'attaquer. On s'adresse à lui parce que c'est un intellectuel. Le terme n'existe pas à l'époque, mais c'est de ça qu'il s'agit. Qui est l'homme le plus intelligent, favorable à nos thèses, et qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui n'a peur de rien, qui n'a peur que de Dieu, et qui a une agilité dialectique comme on n'en voit pas une par siècle. On a tout sous la main, donc on va demander à Pascal. Mais Pascal, en 1656, n'existe pas comme écrivain, ni comme intellectuel au sens où on l'entend aujourd'hui. Il n'a rien produit de littéraire, il n'a rien produit à part des expériences scientifiques de l'ordre intellectuel, donc il invente la posture, le podium, la tribune à partir desquelles il va parler. C'est très différent parce que quand Voltaire, un siècle plus tard ou un peu moins d'un siècle plus tard, prend la parole pour l'affaire Calas, vous connaissez les grandes lignes, il est le célèbre Voltaire qui a publié des tragédies, des lettres philosophiques, qui a conseillé Frédéric de Prusse, etc. Quand Sartre prend la défense à cause du peuple, il est l'auteur de Huis clos, des mouches, du mur et d'autres choses encore. Quand Zola écrit J'accuse, il est l'auteur des Rougon-Macquart, et tout le monde a lu au moins un livre de Zola qui est le best-seller de l'époque. Mais quand Pascal prend la parole, il n'est l'auteur de rien du tout. Donc il invente non seulement l'œuvre qui va servir à cette posture intellectuelle, mais d'une certaine manière, il crée sa propre posture en donnant l'exemple d'une compétence qui suffit à l'adouber. Il devient intellectuel par l'acte même qui naît du fait qu'on ait eu recours à lui comme intellectuel. C'est tout à fait particulier et singulier. L'autre chose qu'on pourrait dire aussi,
c'est que c'est une histoire d'écrivain. Parce que Pascal, bien sûr, si on l'avait interrogé, il aurait dit « Oh, moi, je suis si loin du monde, si je fais ça, c'est pour la défense de la vérité religieuse. » Ce qui n'est pas faux. Mais ce qu'on sait aussi, parce que tout finit par se savoir, c'est qu'il s'est pris merveilleusement au jeu dans le domaine proprement littéraire. Ses lettres, donc il y en a 18, certains sont fort longs, les plus longues font pas loin de 30 pages. Ces lettres, il les réécrivait 7, 10, 15, 20 fois, alors que les autres attendaient vite le manuscrit final pour qu'on puisse se faire imprimer et distribuer. Il continuait. Tout le monde, je suppose que ça se disait beaucoup à haute voix, et quand même il y avait des rires dans ces réunions secrètes où on entendait l'énorme feulement du rire rentrer de ces gens qui voyaient le molinisme tout entier ridiculisé et réduit à l'état de mascarade. Mais après ça, donc on essayait d'arracher ces premières versions de ça, et Pascal réécrivait et réécrivait, donc il y a parfois jusqu'à 18 versions d'une page ou d'une lettre, avant qu'il convienne, il consente à les sortir. Donc Pascal n'est pas seulement devenu l'intellectuel qui fonde la posture grâce auquel il peut exercer son activité actuelle, mais il est devenu aussi, ce qui n'était pas prévu, à mon avis, pas tout à fait comme ça, écrivain. Écrivain au sens le plus fort, au sens le plus absolu. Parce que les provinciales, je vous ai donné malheureusement une trop faible idée, n'ayant pas beaucoup de temps pour la lecture, mais les provinciales, c'est une œuvre littéraire magique par sa beauté. C'est pas la beauté du champ de signes des phrases avec un effet un peu à la Chateaubriand. C'est la beauté d'une pensée fluide, pure, transparente, servie par une langue extraordinairement nerveuse, incisive et malicieuse à la fois. Et je crois que Pascal s'en rend compte. Et il est probable que si il a eu l'idée après d'écrire ce qui devait être l'apologie sous une forme littéraire, apologie de la religion, sous une forme littéraire, projet qui n'a pas abouti, mais qui a donné ce qu'on connaît sous le nom de pensée, qui sont des fragments de ce projet d'apologie, comme vous savez. C'est parce que il avait pris, comme un requin qui a mangé pour la première fois la chair humaine a pris le goût du sang, il avait pris le goût de l'encre. Il est d'ailleurs très frappant, outre ce que je vous ai dit, sur ces lettres qu'il travaillait, retravaillait, qu'il fallait pratiquement lui arracher, qu'il ne faisait plus, durant ces 15 mois, il ne faisait plus qu'écrire. Alors, il fait partie de ces gens qui, en partie parce qu'ils étaient malades, en partie parce qu'ils étaient frileux, en partie parce qu'ils n'allaient jamais vraiment bien, qu'ils avaient du mal à se tenir debout, écrivaient au lit. Les lettres provinciales, c'est un détail si on veut, sont écrites couchées. Pascal est un grand écrivain horizontal. Et tous les témoins, y compris sa sœur, qu'il aimait tellement, sa sœur aînée, Gilbert, sa sœur décrit Pascal au lit, avec des manuscrits partout, des feuillets raturés tous les soirs. Il faut voir l'écriture de Pascal. C'est pas une écriture simple, déchiffrée, c'est vraiment une écriture minuscule et griffée par les ratures, les repentirs, les béquets, etc. Et entouré de ces livres, lui-même barbouillé d'encre, parce qu'évidemment, on n'a pas de stylo, il n'écrivait pas au crayon, donc je suis même pas sûr que le crayon, sans longtemps, existait à cette époque. Donc il tremble la plume dans des gros encriers, il les renverse. Il n'est pas très soigné parce que son rapport à la mortification fait qu'il trouve que c'est s'éloigner du Christ que d'être trop propre ou trop coquet. Et il est là, couché parmi les manuscrits, parmi l'encre, ne dormant pas, se réveillant la nuit pour reprendre son manuscrit. Ça rappelle évidemment quelque chose. Parce que, pardon, il y a un autre écrivain horizontal du siècle et demi plus tard, qui a écrit l'essentiel de son œuvre, La Recherche du temps perdu, couché, entouré de manuscrits, lui-même barbouillé d'encre, lui-même se laissant envahir par la barbe, lui-même se relevant la nuit pour écrire, et puis buvant un peu de café, et puis se rendormant, puis retravaillant, et donnant l'impression, comme dit Cocteau à propos de Proust, du capitaine Nemo enseveli sur les manuscrits comme le héros de Jules Verne dans son Nautilus. Et donc, je trouve assez intéressant, parce qu'il faut que je pense à conclure, même si on ne conclut rien,
il est intéressant d'imaginer que le plus intelligent du XVIIe siècle est le premier peut-être inventeur d'une prose de génie. C'est ce que disait Voltaire. Il disait, dans le siècle de Louis XIV, qu'il écrit 75 ans plus tard, la première œuvre de génie en prose, ce sont les lettres au provincial. Et c'est singulier, et que ces deux écrivains, un pour des raisons de rapport à la sainteté, mais déviés par la passion d'écrire, et l'autre Proust, de passion pour la vérité, mais mangés par la passion d'écrire, qu'ils aient cette ressemblance d'hommes couchés, envahis par la barbe, et écrivant pratiquement jusqu'à la mort. Comment conclure sur une question si vaste? Je dirais ceci. D'abord, si je vous ai donné un peu la curiosité de rouvrir votre volume de provincial que vous avez tous, mais parfois un peu enfoui sous d'autres livres moins importants, vous verrez que je ne vous ai menti en rien et que c'est un des plus beaux, mais aussi des plus passionnants, des plus magnifiques livres qui existent. La deuxième chose, c'est qu'il révèle assez bien ce que c'est une grande œuvre classique, et classique au sens large, on ne parle pas de classique du XVIIe siècle. C'est une œuvre qui doit avoir, à mon avis, au moins 3 caractéristiques. La première, c'est qu'elle doit avoir une vocation de justesse universelle, au-delà des circonstances singulières et empiriques qui les ont produites. La deuxième, c'est qu'elle doit représenter une grande forme captant l'ensemble du monde et reposant sous un grand exercice de la compréhension du travail de la pensée. Et la troisième, et c'est peut-être ça qu'il faut souligner, qu'elles doivent pouvoir être lues sans commentaire, sans note en bas de page. C'est quelque chose de singulier de voir des œuvres que nous tous ici, nous pourrions lire sans la moindre note, je sais pas, La Recherche du temps perdu, commencer à voir naître des éditions avec des renvois en bas de page, comme si nous ne comprenions pas le français de Proust ou le français de Pascal, c'est à peu près le même, avec les différences de style qui vont ensemble, comme si nous avions besoin qu'on nous dise, oui, quand Gilberte sourit, c'est peut-être parce que on va découvrir dans 2 volumes qu'elle pensait à Monsieur Vinteuil, bon, des choses comme ça, ça ne sert strictement à rien. Les grandes œuvres, les grands exercices ont comme caractéristique, quand ce sont des grandes œuvres classiques, de n'avoir pas besoin de cet accompagnement. Quand vous avez l'occasion, pour un livre classique, de le lire en édition savante, type La Pléiade, ou en édition courante, qu'on trouve chiffonnée dans une boîte à livres, ça, il faut choisir la deuxième solution, parce que vous serez beaucoup plus près du texte même. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai relu les provinciales, j'ai pris la moins bonne édition que je puisse trouver, qui est une édition d'une maison d'édition qui devait se vendre dans les gares dans les années 60, s'appelle Poche Club. Elle est infaite, elle est mal imprimée, il y a des coquilles que je corrige par le sens. Je me dis, ça c'est pas possible que Pascal écrit ça, et je rajoute un mot, puis je vais voir dans l'édition Pléiade, et c'est bien ça. Mais justement pour ça, c'est, si je peux dire, la meilleure, enfin, c'est non pas, mais une bonne version de la meilleure édition possible, parce que il y a que la lecture, la langue et le texte. Et le reste, c'est l'affaire du rythme de chacun, du travail de chacun, de la disponibilité de chacun. Mais rouvrir les provinciales, parce que je ne veux pas croire qu'on les a jamais entrouvertes, rouvrir la provinciale, entrer dans une des pensées les plus accomplies, les plus joyeuses et les plus sévères en même temps, parce que derrière ça, il y a la question de la vie et la mort, du sens. C'est peut-être une bonne raison de se réjouir, même par les temps sinistres que nous connaissons, d'être des terriens, des êtres humains, sur cette planète-ci, et pas sur une autre, où peut-être il fait meilleur vivre, mais où il n'y a pas les provinciales comme ultime réconfort. Merci de votre attention. Quand je pense que j'avais 13 pages de texte serré où j'avais écrit ma conférence, que je n'ai pas eu l'occasion, tellement j'étais pris par autre chose, d'en lire seulement une seule ligne, je me dis que
que je suis sans doute pas, je suis sans doute plus un amateur de littérature qui parle avec des amis qu'un conférencier au sens traditionnel. Mais après tout, je suis sûr que vous me pardonnerez. Merci encore. Merci.